Bonjour les amoureux de l'art. Aujourd'hui j'attends Tarek, auteur du célébrissime Paris Tonkar, la Bible historique du graffiti en France. Donc c'est une référence mondiale. Bon, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, hein. Alors, Tarek, qui es-tu, cher ami? Je vais me présenter assez brièvement, mais comme ça donnera des pistes pour notre discussion. Je suis tout d'abord l'auteur d'un livre sur le graffiti intitulé Paris Tonkar, qui a été publié en 1991 chez Florent Massot Éditions. Et il vient de ressortir en édition anniversaire avec Florent Massot Éditions et IHH, avec qui j'ai sorti pendant presque de 10 ans un magazine qui s'appelait Paris Tonkar aussi. Je suis auteur de bande dessinée depuis près de 25 ans. J'ai à mon actif autour de 70-80 albums de bande dessinée. Je suis aussi auteur de livres d'art. J'ai participé à des livres collectifs. J'ai participé aussi en tant que photographe à des livres d'art sur les arts urbains en général. J'apparais énormément dans des livres sur la bande dessinée, sur l'art, sur l'art urbain, comme artiste ou comme auteur. Je suis peintre. J'ai exposé dans beaucoup de pays. Alors, je suis peintre, donc je fais des toiles, mais je suis aussi muraliste. Je peins aussi des murs. Il y a encore 2-3 semaines, j'étais en Allemagne, à Berlin, où j'ai peint des murs avec des Allemands. Ça me fait toujours plaisir d'ailleurs d'échanger. Pour moi, en fait, toutes mes pratiques artistiques ont quand même un lien. Je suis dans le partage et dans la collaboration. Hein, je, je suis pas un artiste solitaire. Je suis vraiment dans l'échange. J'ai beaucoup de projets en commun, que ce soit la peinture, l'art, le mur. Voilà, je suis actif. Après, j'ai d'autres pratiques qui sont assez étranges, mais qui sont liées à ma formation. J'ai une formation d'historien et depuis quasiment une quinzaine d'années, je participe à une émission de géopolitique sur RCF Alpha à Rennes. Alors pendant presque 12 ans, j'étais intervenant et depuis 2 ans, je co-anime cette émission avec Dominique, un ami, avocat à la retraite. Donc on parle de beaucoup de sujets très différents, donc de l'actualité au sens géopolitique. On ne traite pas de l'actualité comme sur les chaînes d'infos qui racontent que des conneries en permanence. Dernièrement, là, on a interviewé un général de brigade à la retraite qui était à l'OTAN, qui a été sur beaucoup de fronts. Donc, on a eu vraiment une discussion avec un vrai spécialiste. On n'était pas dans un échange BA devant quelqu'un qui nous disait des choses. Il y a eu vraiment de la discussion animée. Pourquoi? Parce que je pars du principe que inviter que des gens qui nous ressemblent, au final, on finit Ouais, par bien sûr. voilà, Et, on perd goût à la discussion. et à l'origine, tu as grandi en France? Oui, je suis parisien, je suis né à Paris. Ah, tu es un Ah, pur parisien. oui, je suis né dans le 18e. Ouais. D'accord. Et tes parents, ils Ah non, venaient mes d'où? parents sont d'origine tunisienne. Ils sont nés en Tunisie. Mon père est du sud de la Tunisie, de Djerba, et Djerba. ma mère est de Testour, c'est le nord. C'est une très très belle ville arabo-andalouse. Et donc mon père, lui, paix à son âme, lui, il a rencontré ma mère à Tunis parce qu'il travaillait à Tunis chez son oncle dans le souk, pas loin dans un magasin qui était collé à la mosquée de la Zitouna. Parce que dans ma famille, côté paternel, ils sont commerçants et depuis le très haut Moyen Âge. Donc, Ah, c'est une vieille famille de oui, commerçants. oui, bien sûr, oui, oui, et de religieux. De En fait, religieux, d'accord. en islam, il y a une chose qui est importante que les gens ne connaissent pas, c'est que, alors ça peut paraître étrange, mais les hommes de religion doivent avoir un métier. Ils doivent gagner leur vie par leur métier, non pas par le fait d'avoir une chaire, par exemple, ou être imam, ou être un théologien. C'est des gens qui doivent ne pas dépendre de l'État pour avoir une liberté de réflexion et d'action. Et ça c'est D'accord. important. Tu as peut-être eu un ancêtre qui était dans la mosquée à Zitouna aussi. Non, oui. Oui, Maintenant, j'en ai eu qui ont été dans beaucoup d'endroits, oui. beaucoup d'endroits. Il y a des Ouais. mosquées qui ont le nom de ma famille en Algérie, en Tunisie. Ah oui, Voilà, d'accord. donc, par exemple, mon ancêtre a islamisé le Mali. Il a converti le roi du Mali au Moyen Âge, qui est devenu musulman, et ensuite
le Mali est devenu musulman après cette conversion. Ah, ça c'est intéressant. C'est Kanka Moussa, non? Alors non, je peux pas dire le nom du roi, mais mon ancêtre était commerçant, il était soufi et en fait, il rencontre le roi du Mali et ça s'est fait naturellement. Hein, ils avaient des relations et, il y a un livre qui est sorti. Alors je me rappelle plus chez qui, je l'ai. Hein, je pourrais. Tu te souviens du nom de cet ancêtre? Oui, il s'appelle El Mazati. El Mazati. Ouais, Benir. Mais en fait, Mazati c'est le nom de notre tribu. Hein. Benir, c'est le nom du clan. Benir. Ouais. Et en Benir El Mazati. Non, c'est El Mazati, c'est son nom de famille. Ouais. Après le nom intégralement, je me rappelle plus. Il est assez long en fait. Ouais. Hein. Mais il y a un livre qui s'appelle L'esclavage négrier en terre d'islam. Et c'est dans les 40 premières pages, on en parle de ce passage, hein, parce que mes ancêtres étaient contre l'esclavage. Ils ont toujours. Les soufis étaient contre l'esclavage. Tout à fait, bien sûr. Ouais. C'est un grand péché, l'esclavage. Ouais. On ne soumet pas un être humain. C'est une aberration. Oui. Mais les soufis aussi, c'est les maîtres de l'ésotérisme. Oui, mais alors, on a tendance à. Alors, en France, on est toujours on est dans cette idée que les soufis, c'est les bons musulmans et les autres, ce ne sont pas les bons musulmans. C'est vrai. Fait, les soufis font partie intégrante de l'islam traditionnel. Par exemple, dans une société comme la Tunisie, souvent, le grand maître d'El-Azhar, le grand directeur de l'école, pas d'El-Azhar, de la Zitouna à Tunis, pouvait être aussi un maître ou avoir un maître en spiritualité. Donc, c'était pas antinomique. Hein. En France, on essaye toujours de séparer le bon grain de l'ivraie. Mais non. Dans la grande histoire du monde arabo-musulman, les grands maîtres soufis étaient aussi des grands théologiens, parfois même des juristes de renommée. Oui, chez les sunnites. Après, chez les chiites, il y a la même chose, hein, mais différent. C'est un peu différent. Hein, et d'ailleurs, si on regarde de près, c'est un peu, on pourrait les rapprocher des dominicains, qui sont à la fois des moines, mais qui travaillent. Ils ont ce côté, ils sont dans la société. Est-ce que toi, tu as été influencé par la gnose, l'ésotérisme soufi ou bien pas du tout? Oui, oui, alors parce que en fait, indirectement, l'éducation traditionnelle que j'ai eue par mes parents, parce que quand j'étais en France, je suis né en France, je suis totalement français, mais j'ai eu une éducation de mes parents qui étaient tunisiens aussi. Donc j'ai une double culture, mais une vraie double culture, parce que je parle couramment l'arabe, je l'écris, je le lis, et je suis totalement français parce que c'est ma langue intellectuelle, ma langue de cœur. Tu es un métis culturel. Voilà. Hein, j'ai un amour pour la France qui est immense, hein, et encore plus pour Paris, qui est ma ville que j'apprécie énormément, même si elle est un peu mise à mal par des politiques assez étranges de ces dernières années. Mais on retrouve dans ton art, on retrouve cette influence. Tout à fait. Ah oui, bien sûr, et Paris aussi, et tout ce que j'aime en fait. Mais on la retrouve bien sûr. Quand tu regardes ma série géométrique, par exemple, elle est très influencée par cela. Dans quasiment toutes mes toiles, il y a du symbolisme. Dans la série géométrique en particulier, mais dans les autres aussi. Hein. Moi, je ne mets pas des couronnes parce que j'aime Basquiat. J'aime beaucoup Basquiat. Hein. Oui, j'ai vu ça. Oui, mais la couronne, c'est un symbole très fort qu'on retrouve dans le Christ roi. Oui. Et le Christos, c'est la lumière. Et donc, parce que j'aime beaucoup, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur les religions. Hein, pour comprendre un pays, il faut comprendre aussi ses racines les plus profondes. Et la France étant une terre chrétienne très ancienne, comme je suis historien de formation, j'ai travaillé sur le christianisme. Et c'est vrai que on comprend Paris aussi autrement quand on connaît l'histoire de Paris à travers ce prisme-là. Quand Notre-Dame a brûlé. Tu as un DEA en histoire médiévale. Maîtrise en histoire médiévale et j'étais en DEA en histoire de l'art. Ah ouais. J'ai deux formations. Ouais. Oui. Mais dans ton art, quand tu superposes le soufisme avec le vaudou qui vient par Basquiat, tu trouves des points de convergence ou bien? Ah ben oui, on est dans le monde des esprits. En fait. Donc pour toi, c'est des portes en fait. Il n'y a que des portes. Oui, la porte est quelque chose, el-beb en arabe, la porte, c'est quelque chose qui est très présent dans mon travail. Passer d'un état à un autre, la porte, c'est pour ça que j'aime bien cette idée qu'il y a des correspondances entre mes œuvres. D'ailleurs, Baudelaire fait la même chose, hein. Il y a des correspondances entre ses poèmes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Baudelaire, parce que moi j'aime bien cette idée qu'il y a toujours une trace de quelque chose qu'on a fait ailleurs.
Donc parfois il y a de la bande dessinée dans mes peintures. Donc tu n'as pas de gêne à mélanger la porte Baudelaire avec le Basquiat et puis le soufisme? Pas du tout. C'est des portes, quoi. Bah, bien sûr, à leur manière, ils ont côtoyé les esprits. Hein. Les gens sont assez étranges. Hein. Ils pensent que on peut avoir une vie spirituelle qu'à travers seulement la religion. C'est pas vrai. Il y a des personnes qui toute leur vie ont fait du bien à leurs semblables, sans être forcément dans un dogme ou dans une religion précise. Ça ne fait pas d'eux pour autant des personnes non spirituelles. C'est ça qu'il faut imaginer. Et d'ailleurs dernièrement, j'écoutais un maître qui expliquait une chose qui était assez étonnante, mais qui m'étonne pas parce que je l'ai vécu quand j'étais petit. Nos ancêtres, nos anciens, alors là je parle de l'Afrique en général, hein, Oui. ils avaient une sagesse assez exceptionnelle. Ils vivaient dans leur temps, mais ils avaient Donc, une empathie pour tout. Tu crois à cette théorie qu'il existait une spiritualité primordiale, mondiale, au départ ou Oui, mais ça, on retrouve ça dans Guénon, hein, la tradition primordiale. Alors bon, c'est vrai que si on n'est pas lecteur de Guénon, ça peut paraître obscur, hein, mais oui, je pense que nous sommes identiques, tous les êtres humains. Il n'y a pas de différence. Moi, je vois pas la différence entre un japonais, un chinois, un malgache, un suédois ou je sais pas moi, ou un arabe. Et pour moi, c'est des êtres humains. D'ailleurs, quand on fait des dons d'organes, on peut prendre des organes de n'importe quel autre être humain. C'est vrai. Alors ça, c'est quand même, alors qu'on peut pas prendre des organes de crocodile, par exemple. Ni de cochon, ni de machin. On peut prendre que la peau de cochon, mais pourquoi? Parce que le cochon, faut jamais l'oublier, est l'animal qui est le plus proche de nous génétiquement. Et ça, c'est un truc qu'on sait pas. Oui, c'est pour ça qu'on peut prendre la peau de cochon dans les greffes de grands brûlés. D'accord. Ouais. Mais on peut pas prendre, par exemple, la rate, non, je sais pas, mais, ou le foie d'un castor pour la mettre sur un enfant. D'accord. Hein. D'accord. Moi, j'ai toujours eu l'impression que le graffiti, en fait, c'était comme l'art un peu rupestre, préhistorique, ou qu'on disait primitif avant. Oui. On dit premier maintenant, je crois. Les arts premiers, oui, c'est un peu plus classe. Hein. Ouais. L'art pariétal, donc c'est comme ça qu'on le dit plus scientifiquement. J'adore l'art pariétal, hein, je lis beaucoup de livres là-dessus. J'ai eu même la chance de visiter des grottes du néolithique en Jordanie. Et c'est vrai que c'est toujours émouvant d'arriver dans des endroits qui ont été mis en valeur par l'être humain il y a des milliers d'années. Oui, le graffiti, en fait, c'est pas quelque chose de novateur dans le sens où il invente une autre manière de s'exprimer. Il réutilise un support que l'être humain a toujours utilisé, c'est-à-dire la rue, les murs, l'extérieur, pour affirmer une démarche artistique. Et c'est né dans des quartiers pauvres à New York parce que c'était pour eux le meilleur moyen d'être visible. Le métro, traverser toute la ville. Donc peindre un métro, c'était aussi montrer son travail ailleurs que dans son quartier parce qu'eux, ils vivaient dans des ghettos, ils étaient enfermés. Et le fait de faire circuler l'art à travers ce médium qui est le métro, ça permettait à un jeune du Bronx d'être visible dans Manhattan. Après, en France ou ailleurs en Europe, on a gardé, j'allais dire, la tradition du métro et ainsi de suite, pour des raisons totalement esthétiques et culturelles. Pourquoi cet art graphique n'a pas apparu dans des pays autres que l'Occident? Ben parce que là, ça c'est une belle question. C'est une question qu'on se pose jamais. Eh ben, parce que l'art, dans beaucoup de pays, est resté un art sacré malgré tout. Et dans d'autres pays, comme le monde arabe, alors le monde musulman, hein, dans sa globalité, la représentation est quand même proscrite. On a tendance à l'oublier, mais c'est pas parce que depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, il y a la représentation humaine apparaît dans tous ces pays que ça n'a pas posé des problèmes. C'est une réalité, c'est un truc d'ailleurs même chez les Juifs. Ce serait pas possible de faire du graffiti, mais avec de la calligraphie C'est arabe. le cas, mais bien sûr. Il y a El Cid, qui est un artiste urbain, mais franchement, il est exceptionnel, cet homme. El Cid, qui est d'origine tunisienne ou franco-tunisien, je peux pas te dire exactement, a utilisé la calligraphie arabe en utilisant les techniques du graffiti.
Et il a fait des choses que personne n'a pu faire, hein. Il a peint sur les toits des bidonvilles du Caire, il a fait des anamorphoses assez exceptionnelles, il a peint des minarets de mosquées, il a peint des bâtiments qui font plus de 20 mètres de haut, tout en utilisant la calligraphie arabe. Mais on a la même chose avec d'autres typographies dans d'autres pays. Mais par exemple, la France, le graffiti français a utilisé beaucoup le substrat culturel et iconographique français. En France, assez rapidement, on a commencé à mettre beaucoup plus de personnages, on a fait des compositions bien plus différentes qu'aux États-Unis. Il y a des graffeurs qui ont introduit... Pour l'instant, en France, il n'y a pas de vitraux faits avec du graffiti. Non. À ma connaissance, un des derniers grands peintres à avoir fait des vitraux, c'est Matisse, hein. Et Chagall aussi. Oui, oui, bah, donc c'est bien une certaine période, hein. Ouais. Après, il y a des commandes publiques, peut-être en devenir dans les 30 ans à venir, qui feront entrer le graffiti. Mais c'est de l'art. Après, Chagall et Matisse étaient croyants aussi. Ils avaient, oui, ouais. il faut pas. C'était des gens qui avaient un art sacré aussi. Chagall en tant que juif et Matisse sur la fin de sa vie, on sent dans son travail qui a une recherche d'autres choses. Ce serait pas le moment de créer une école d'art à Dubaï ou à Abu Dhabi pour le graffiti, mais adapté au monde musulman, par exemple? Non, Dubaï et Abu Dhabi ne sont plus des pays arabes. Ah. Alors ça peut choquer, je dis ça, mais si je devais aller faire, si quelqu'un veut découvrir ce qu'est le monde arabe, il devrait plutôt aller au Caire, au Maghreb, au Yémen, en Irak, en Syrie. Là, c'est des vrais pays arabes. Tu as des projets de création d'écoles ou des projets monumentaux avec des architectes, par exemple? Non, pas avec des architectes. J'ai travaillé avec des villes, on a fait des résidences d'artistes avec des copains, où on a peint beaucoup de murs. Ouais. Mais non, je fais tellement de choses que je peux pas me permettre de rajouter. Là, quand je me suis présenté brièvement au début, il faut imaginer, je travaille 7 jours sur 7 en fait, hein. Donc ça, c'est des projets qui nécessitent une grande part de réunion, de discussion, de prise de contact. Et tout ça, pour moi, c'est de la perte de temps au final. J'ai pas envie de passer 6 mois à discuter pour un projet alors que... Ouais. Mais si un promoteur immobilier, un architecte te consultait, tu pourrais travailler avec eux? Ah bien sûr, oui. C'est quelque chose qui me conviendrait d'ailleurs, parce que là, on me solliciterait directement et on passerait assez vite à la phase application et création. Alors que toute la phase politique est mise en place. Je l'ai déjà fait, j'ai plus envie de le faire. D'accord, oui, bien sûr. Au bout d'un moment, on est... Non, au bout d'un moment, il faut aller directement à l'essentiel. À l'essentiel, oui. Et pour Paris Toncar, alors oui. Tu es connu mondialement par Paris Toncar. Là, tu es en train de rééditer le livre. Il est sorti déjà. Il est sorti, ouais. C'est l'édition anniversaire. En fait, tiré à combien d'exemplaires? 4000. C'est un tirage limité. En fait, en 1998, le livre est devenu introuvable parce qu'il est en rupture de stock. Et à ce moment-là, l'éditeur de l'époque, Florent Masson, ne l'a pas réimprimé. Et moi, j'étais en Syrie à ce moment-là. Quand je suis rentré en France, j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Voilà, on a laissé passer et j'ai récupéré les droits. Et je me suis plus ou moins enfermé. Quand je dis enfermé, je me suis focalisé à l'écriture de scénarios de bande dessinée. Donc, pendant en gros 10 ans, je n'ai fait que ça. Et à partir de 2010, j'ai repris la peinture. Avec Yann, on a lancé un magazine qui s'appelait Paris Toncar, et donc qui est coéditeur de cette édition anniversaire. Et donc à partir de 2010, l'idée de refaire le livre différemment, ça a été des discussions, et finalement on a préféré, après moult discussions, et surtout parce que j'ai choisi de le faire ainsi, c'est de sortir l'édition anniversaire quasiment à l'identique, pour pouvoir faire par la suite une édition augmentée et corrigée. D'accord. Quand tu dis quasiment à l'identique, ça veut dire que tu as fait quelques rajouts de pages? 16 pages, mais alors les 16 pages rajoutées, c'est des pages où on a aéré le livre en fait.
on a agrandi les photos et j'ai ajouté un avant-propos dans lequel j'explique un peu la démarche du livre. Et c'est ça les 16 pages en plus, hein. C'est vraiment un livre un peu plus aéré, moins dense. Et surtout, il est cartonné avec un traitement qui est de meilleure qualité parce que les techniques d'impression sont meilleures maintenant. Et c'est pour ça qu'il est en tirage limité. Pour moi, c'est une manière pour les gens qui ne l'ont pas de l'avoir et les gens qui l'ont eu et qui l'ont perdu de pouvoir l'avoir à nouveau. Et pour ceux qui l'ont déjà, d'avoir une version en dur, parce que la couverture est en dur, alors qu'à l'origine, le livre était en couverture souple. C'est un livre historique qui est vraiment incontournable. C'est une Bible d'une époque, un marqueur fort. Oui, tout à fait. Alors, on s'en rend pas compte. Il y a un vieil adage qui dit « Nul n'est prophète dans son pays », et encore moins en France, hein, qui est un pays assez étrange pour ça. Quand on quitte la France, c'est le livre qui permet au reste du monde de comprendre et de connaître le graffiti français. Ah oui, c'est clair. Et dans les publications scientifiques en histoire de l'art, je vois l'occurrence de Paris-Tonquart très régulièrement dans les bibliographies. Il a été acheté dans beaucoup de bibliothèques d'histoire de l'art, dans plein d'universités. C'est un livre qui marque l'histoire de l'art. Et tu comptes faire un événement Paris-Tonquart un jour, quelque chose, faire une exposition Paris-Tonquart ou bien? C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai participé en tant que photographe ou en tant que peintre dans des événements sur le graffiti français, mais il n'y a jamais eu encore une expo estampillée Paris-Tonquart. Moi, j'aimerais beaucoup aller voir une exposition à Beaubourg, Paris-Tonquart. C'est peut-être l'un des rares projets pour lequel je prendrai le temps de faire de la politique un peu. C'est-à-dire passer des heures et des heures à faire un peu de diplomatie avec les personnes décisionnelles. Mais pour le moment, je suis sur un livre qui s'appelle Vandalisme, hein, qui doit sortir en mars. Donc ma tête, mon esprit et ma concentration est focalisée là-dessus. Et ce qui permet pour moi de bien préparer l'édition revue et corrigée et augmentée. Parce que quand je parle d'augmenter, Paris-Tonquart, actuellement, il est à 160 pages. Pour moi, augmenter, c'est en rajouter 200 à 300. C'est faire un très, très gros livre qui deviendra le gros livre. Avec des nouveaux artistes? Avec tous les artistes qui étaient à l'époque, je n'ai pas pu mettre. Et avec beaucoup de choses que j'ai gardées. J'ai mis très peu de photos de ce que j'ai, en fait. D'accord, tu n'avais pas tout mis dedans à l'époque? Non, il y a à peine 2%. Ah ouais. Donc tu peux faire un Paris-Tonquart 2, 3. Oui, si je veux, oui. Donc il y a de quoi faire une magnifique exposition. Oui, bien sûr. Mais mes photos ont été exposées dans l'expo qu'il y a eu à la mairie de Paris qui s'appelait Capitale. La première, dans le premier couloir qu'on rentrait, c'était mes photos qui étaient exposées. D'ailleurs, le livre que Gallimard, que les éditions alternatives ont publié sur l'expo, je suis dedans, mes photos sont dedans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que photographe et en tant qu'auteur de Paris-Tonquart, je suis intervenu pour écrire dans certains livres, mais aussi mes photos ont été utilisées dans certains livres. Donc, je suis à la fois des deux côtés de la barrière. C'est ça qui perturbe souvent, c'est que je suis à la fois peintre, mais aussi historien de l'art. Et commissaire d'exposition. Oui, bien sûr, ouais. D'accord. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour pour l'instant. Tu veux rajouter autre chose? Ah si, oui, peut-être. On n'a pas parlé de la bande dessinée. Ah oui, la bande dessinée. Ouais. Alors, est-ce que justement la bande dessinée, est-ce que tu comptes un jour fusionner le graffiti et la bande dessinée? Parce que j'ai l'impression que c'est assez séparé quand même. Hein. C'est séparé, hélas. Mais j'ai un gros projet en cours avec un dessinateur de bande dessinée et avec Darko, qui est un graffeur, un des pionniers du graffiti français. Darko, c'est une belle maison. Hein. Et donc on a un projet et sinon il y a aussi un autre sujet, c'est que moi c'est plus dans la peinture que la bande dessinée m'influence parce que j'aime beaucoup Batman, j'aime beaucoup les comics, donc ça on le retrouve un peu plus dans ma peinture. Après dans la bande dessinée en fait, comme je suis scénariste, c'est plutôt l'écrit hein, qui est primordial pour moi. Donc, mais tu vas pas intégrer les graffitis dans le décor? Non, pas beaucoup, parce que j'ai fait beaucoup de BD historiques. Hein. Ah. Là, dernièrement, j'ai une bande dessinée qui s'appelle Sir Arthur Benton,
qui vient de ressortir. C'est sur la guerre froide, donc ça n'a rien à voir. Donc tu es le scénariste. Je suis le scénariste, oui. Et donc ça n'a rien à voir. Sinon, j'ai un de mes gros succès en librairie en bande dessinée, c'est sur Arthur Benton. Donc c'est la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Et ensuite, c'est l'adaptation de la guerre des Gaules. Donc là, on est vraiment dans des sujets. C'est des classiques que tu as sortis il y a un petit moment. Oui. Mais le projet là de Vandal avec Darko, c'est Vandal. Hein. Non. Ça, c'est le vandalisme. C'est un livre vraiment c'est la partie la plus illégale qu'on retrouve dans Paris Toncard dans les 20 premières pages. Et là, ça deviendrait un nouveau livre où j'élargis le champ, où je montre tous les aspects de l'illégalité du graffiti dans les années 80. D'accord. Et avec Darko, avec Darko, qui est un pionnier du graffiti, qui lui a commencé dans les années 83-84. C'est un autre projet de livre avec un dessinateur de bande dessinée, mais ça c'est un projet ultra secret, mais il est en route. Mais ce sera peut-être mon premier projet où je mélange tous mes univers en une fois. Voilà, c'est ça, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question aussi depuis longtemps, qui te posent la question. Oui, bien sûr, mais là ce sera Mais pour le faire, il faut le faire avec des gens qui sont capables d'accepter de déléguer une part de son travail à une autre personne. Parce que là, moi, quand je dis que je travaille régulièrement et souvent avec d'autres personnes, c'est que j'ai appris à collaborer. Moi, les gens avec qui j'ai travaillé, la plupart du temps, je ne leur demande pas de me rendre des comptes, de me faire un compte-rendu journalier de ce qu'ils font. Chacun a une tâche à faire, on l'a fait, et on fait en sorte qu'on aille tous dans la même direction. Et c'est ça le plus important. Si je travaille avec quelqu'un ou si quelqu'un travaille avec moi, l'idée c'est qu'on soit 1 + 1 = 3 et non pas 1 + 1 = 2. Tu as déjà le dessinateur, tu es le scénariste. Oui. Ça devrait bien se passer. Normalement, oui. Et ça sortirait quand? Je sais pas. L'édition. Alors ça, c'est un truc qu'on a du mal à imaginer. L'édition est une chose, c'est encore quelque chose il y a tout un cheminement artisanal qui se termine par une phase industrielle. Mais toute cette partie artisanale, elle est magique parce qu'on commence un projet, ça peut soit sortir dans 6 mois, soit dans 2 ans. Et donner une date, ça peut être castrateur dans la mesure où si on a une idée nouvelle durant le projet et qui nous oblige à prendre plus de temps. Voilà. En revanche, quand j'annonce une sortie, c'est que le livre il est déjà parti en presse. D'accord. Pour l'instant, ton actualité, c'est la sortie de Paris Toncard. Paris Toncard, édition anniversaire en tirage limité, et sur Arthur Benton, cycle 2, guerre froide. Et là, dans quelques jours, j'ai 2 albums BD jeunesse qui sortent, Blattman et Bobine, tome 1 et tome 2, et, qui ont été dessinés par Vénin et qui sortent. Je suis un éditeur en Belgique et je suis content parce que… BD jeunesse, quel âge à peu près À partir de 7 ans. À partir de 7 ans. C'est des récits de super-héros décalés. D'accord. Voilà. Ok, donc tu es le scénariste aussi. Je suis le scénariste, oui. D'accord. Et toutes les infos, bien sûr, sont sur mon site internet, parce que moi j'annonce tout et je mets les liens. Et ton site internet, c'est www.tarek-bd.fr. D'accord. Bon. Merci. Merci Tarek. Je suis très content de t'avoir interviewé. C'est un très grand honneur. Tu es une grande référence dans l'art. L'art et voilà. Donc, achetez Paris Toncard. Hein, c'est un magnifique, c'est un best-seller en plus. Voilà. Merci Tarek. Merci.